s'agit d'un patient de 31 ans sans antécédent particulier qui consulte pour une baisse totale de la vision de l'œil droit associée à une rougeur. Vous pouvez constater que l'œil droit présente une inflammation avec donc une uvéite antérieure non granulomateuse qui est associée à la présence d'un exudat fibrineux dans la chambre antérieure avec une tension oculaire normale. L'examen de l'œil à Delphes était strictement normal. Donc, lorsqu'on est devant une uvéite antérieure unilatérale associée à un exudat fibrineux, ce qu'on peut appeler aussi une membrane cyclotique de toute sorte, quels sont les diagnostics auxquels on doit penser en priorité? Quel est le diagnostic ou les diagnostics que l'on doit éviter? D'accord. Donc effectivement, cet aspect, cette uvite aiguë d'installation brutale associée à une synéchiante, associée à une réaction fibrineuse, avec ou sans hypocure associée, évoque une uvite HLA-B27 et c'est exactement le cas. Le bilan que nous avons fait conduit à retenir le diagnostic d'uvéite HLA-B27 positive et sans spondylaratropathie associée. Ça veut dire que ce patient avait une uvite HLA-B27 sans SPA ou sans autre maladie rhumatologique. Comment doit-on traiter ces uvéites HLA-B27? Traitement local, traitement par voie générale ou traitement par local. Est-ce que devant la sévérité de l'inflammation, on peut envisager un traitement par voie générale? Ce n'est pas du tout nécessaire. Donc ce patient a reçu un traitement par corticoïde topique, dexaméthasone, et il est important que le nombre d'installations initiales soit vraiment extrêmement fréquent, et puis on diminue progressivement donc, le nombre d'installations de corticoïdes. On peut bien sûr donner une pommade corticoïde de soir, on peut, si vous voulez, on peut aussi céder de sous-conjonctival de corticoïdes, mais en général, on ne donne pas de corticoïdes par voie orale de première intention. Le traitement mydriatique, cycloplégique, bien entendu, important. Vous pouvez constater qu'avec ce seul traitement topique, évidemment, l'inflammation répondit en traitement et au bout de 4 jours, on a un nettoyage quasi complet de l'exudat fibrineux et donc un effet tout à fait évident sur l'inflammation du segment antérieur. On vérifie que le fond d'œil est normal, ça c'est absolument fondamental devant toute uvite antérieure. Avant de retenir le diagnostic d'uvite antérieure isolée, il faut s'assurer que le fond d'œil ne présente pas d'anomalie, qu'il n'y a pas d'inflammation vitréenne associée. Au début, le fond d'œil n'était pas examinable et dès qu'il l'est, il faut s'assurer de sa normalité. Alors l'uvite HLA-B27 peut être isolée dans à peu près la moitié des cas et associée à une spondyloarthropathie, le plus souvent en SPA, dans à peu près 50% des cas restants. Donc c'est pas. Et cette uvite, il faut la différencier cliniquement des autres uvéites, en particulier la différencier de l'uvéite associée à la maladie de Bessel. Ces deux entités, ces deux étiologies sont fréquentes au Maroc comme cause d'uvéite antérieure. Donc il est très important de faire la distinction dès l'examen clinique et vous avez ici les caractères distinctifs entre les deux types d'uvéites. J'insisterai sur quelques éléments importants. C'est que l'uvite HLA-B27 s'accompagne très souvent d'une forte rougeur oculaire, alors que l'uvéite de la maladie de Bessel est souvent associée à une rougeur modérée, voire même un œil relativement peu injecté. Et que l'uvéite de la maladie de Bessel est constamment associée à une hyalite et une atteinte du segment postérieur, alors que l'uvéite HLA-B27 peut être associée à une réaction vitréenne au début minime ou modérée, et sans signe au fond d'œil. D'autre part, quand il y a un hypopion, l'hypopion est mobile, fugace dans l'uvite HLA-B27, dans le maladie de Bessel, et c'est un hypopion qui est épais, qui est persistant dans l'uvite HLA-B27. L'exudat fibrineux est exceptionnel dans la maladie de Bessel. Quand vous avez l'uvite avec l'exudat fibrineux, c'est souvent l'uvite HLA-B27 et non pas une maladie de Bessel.
Enfin, les autres causes d'uvite antérieure sont en général faciles à éliminer puisque la plupart de ces uvéites antérieures, infectieuses ou non, sont granulomateuses, contrairement à l'uvéite HLA-B27. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier cas d'uvéite HLA-B27? Vous avez fait une échographie d'emblée pour... Je suis d'accord que lorsque le fond d'œil n'est pas examinable, il faut faire une écho B, mais en général, on peut attendre un tout petit peu et faire un examen du fond d'œil. Mais si vous avez un échographe disponible, effectivement, vous pouvez faire une écho B, mais il est souvent normal dans ce type d'UV. Est-ce qu'il y a une réaction de créer associée? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à démarrer un traitement par voie orale ou le traitement local est suffisant? Tout à fait au début, le plus souvent, la hyalite est une hyalite réactionnelle qui ne nécessite pas un traitement par voie orale, ni d'ailleurs par injection latérobulaire, donc le traitement local est suffisant. Secondairement, il est possible dans certains uvites HLA-B27 d'avoir une atteinte plus sévère, et à ce moment-là, on peut avoir recours à un traitement par injection ou par voie orale. Sachez aussi que les traitements immunosuppresseurs, les agents biologiques, ne sont pas indiqués de première intention dans ce type d'uvite, sauf si le patient nécessite ce traitement pour sa maladie systémique. Là, effectivement, ça peut traiter en même temps aussi l'uvéite. Sachez que l'un des agents biologiques, qui est l'étanercept, n'est pas du tout approprié pour l'uvéite, car il n'est pas très efficace et en plus, il peut induire des uvéites. Donc ce traitement, qui peut être donné par les rhumatos pour la maladie générale, parfois induit une uvite. Ça, il faut le savoir. Et comment gérer les récidives? Alors justement, ça c'est absolument fondamental. Il faut une dégression très très lente des corticoïdes. Il nous arrive parfois de garder le malade sous une goutte un jour sur deux ou même un jour sur trois avant d'arrêter le traitement corticoïde. Alors, il faut éduquer le patient pour qu'il commence son traitement. L'automédication est recommandée dans ce type d'UV. Donc, ça a un effet bénéfique. Donc, il faut que le malade se mette des gouttes dès qu'il a une récidive qui commence. Et quand les récidives sont évidemment trop fréquentes, à ce moment-là, il faut envisager un traitement d'escalade thérapeutique, c'est-à-dire éventuellement immunosuppresseur ou agent biologique. Mais le plus souvent, ce type d'UV est corticosensible. Et on arrive à contrôler la situation, y compris les récurrences, avec bien entendu un traitement précoce et bien conduit. Pour traiter les CDH, vous êtes plus midriatique ou cytologique? On essaie d'éviter l'atropine. On donne du midricol, enfin tropicamide, en associant un tout petit peu de néophrine au début, mais il ne faut pas en abuser parce que ça peut avoir des effets secondaires. Et l'atropine dans des cas vraiment où il y a une forte réaction inflammatoire, mais atropine de courte durée. Il ne faut pas en mettre trop longtemps. En général, on essaie d'éviter l'atropine. Ok. On passe au deuxième cas. C'est le cas d'un patient de 31 ans diabétique qui consulte pour un œil rouge douloureux avec l'ouvisieux depuis une semaine. Et qu'est-ce qu'on voit chez ce patient? On voit une uvite antérieure granulomateuse. Dès que les précipités sont visibles, même de petite taille, c'est granulomateux. L'uvite est dite non granulomateuse lorsqu'il n'y a pas de dépôt individualisable. Lorsque vous avez une espèce de dépôt poussiéreux, comme dans la maladie B7 ou bien dans l'uvite HLA-B27. Mais là, les dépôts sont parfaitement visibles. Ce n'est pas des dépôts en graisse de mouton, mais c'est des dépôts de taille moyenne, donc c'est granulomateux. Et c'est une uvite hypertensive. Que montre l'examen du segment antérieur, en plus des dépôts rétrocornéens chez ce patient? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'iris? Il y a une distorsion. Voilà, il y a une distorsion pupillaire et quand on examine bien l'iris, on voit bien qu'il y a une petite atrophie à midi. Donc c'est cette petite atrophie sectorielle en secteur qui donne cette distorsion pupillaire. C'est un élément de plus extrêmement important pour le diagnostic. Alors quel est le diagnostic? Voilà, c'est une uvite antérieure herpétique très probable. Donc, chez ce patient, on n'a besoin d'aucun examen complémentaire pour faire une diagnostic d'uvite antérieure herpétique. Alors, voici notre conduite
thérapeutique chez ce patient, est-ce que vous avez un commentaire concernant le traitement qui a été prescrit? Le dosage. Dosage de? Il est sous-dosé. Avec quoi? La valacyclovir. Pourquoi? Parce qu'on doit viser 4. C'est le valacyclovir, c'est pas la cyclovir. Zélitrex, enfin l'équivalent du Zélitrex. Alors, est-ce que l'uvite antérieure, c'est une uvite antérieure, est-ce que l'uvite antérieure nécessite 3 grammes de valacyclovir? En principe, c'est entre 1 et 2 grammes. C'est une uvite antérieure, ce n'est pas une uvite postérieure. Vous pouvez commencer par 3 grammes quand vous jugez que l'uvite est très sévère ou si le malade est immunodéprimé, par exemple. Mais en général, la dose nécessaire pour traiter l'uvite antérieure, c'est de l'ordre de 1 gramme, 1,5 gramme à 2 grammes. Donc c'est une bonne dose, a priori, pour ce type d'atteinte liée à l'herpès. Donc, antiviral par voie orale, plus corticoïde par voie topique. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus traitement hypotonisant, midriatique, traitement de l'hypertonie associée, de courte durée. Le traitement corticoïde doit être très progressivement diminué. Et tant que le patient est sous corticoïde, il devra rester sous traitement antiviral sous la barre dessous. La durée totale du traitement d'une uvite antérieure est variable. En tout cas, c'est plusieurs semaines de traitement. Donc, quand je dis 2 mois, ça peut être 3 mois, pratiquement au long cours, pour éviter les récidives de l'uvite. Pour le valacyclovir, on va garder les 1,5 grammes. Lorsque les doses de corticoïdes sont très faibles, on peut descendre à 1 gramme, voire même lorsque c'est une goutte, par exemple un jour sur 2, on peut donner quasiment la dose prophylactique, c'est-à-dire 500 mg de valacyclovir. Pour la crise hypertonique, parce que la notion générale, c'est le même dosage et lorsque les récidives sont fréquentes, on peut commencer comment? Quand on a un post-Nash Haussmann, donc le post-Nash Haussmann c'est différent sur le plan clinique, on est d'accord. Donc le post-Nash Haussmann c'est également un diagnostic clinique. Quand c'est la première poussée, en général, on ne donne pas d'antiviral, on traite l'hypertonie, on donne des anti-inflammatoires. Quand ça récidive, on fait une PCA à la recherche en général du CMV. Parce que c'est le CMV qui est en cause dans le post-Nash Haussmann, plus que le TS ou le VZ. Et à peu près la moitié des post-Nash Haussmann sont CMV+, et la moitié sont CMV-, à peu près. Lorsque c'est un CMV, il faut donner du ganciclovir et non pas du valacyclovir ou de la cyclovir. Donc c'est en général le Virgan par voie locale, voire même dans des formes graves qui s'aggravent, etc. On peut même discuter le traitement par ganciclovir ou valganciclovir par voie systémique. Est-ce qu'il s'agit de kératoluvite herpétique? On va commencer également avec l'examen Covid. Alors, si c'est une kératoïvite sans atteinte épithéliale, il n'y a pas de kératite dendritique, il n'y a pas de kératite géographique, bien sûr. C'est une kératite stromale associée à une uvite, donc c'est une kératoïvite. On peut commencer d'emblée les 2, traitement antiviral plus traitement corticoïde. On n'a pas besoin d'attendre 24 ou 48 heures comme pour la toxo par exemple. Alors, voici les éléments cliniques permettant de faire le diagnostic d'UVI antérieur herpétique. Et chaque fois que vous avez ces éléments, un ou plusieurs, enfin, d'après vous, quels sont les éléments les plus importants et qui, quand vous avez tous les signes ou plusieurs de ces signes, bien sûr, ça rend le diagnostic encore plus évident. Mais d'après vous, quel est à mon avis, chaque fois que vous avez des antécédents kératites unilatérales, uvéites avec kératite active ou séquelles de kératite, c'est une uvite herpétique jusqu'à preuve du contraire. Les autres éléments, bon, le caractère granulomateux c'est important, mais ces uvites herpétiques peuvent ne pas être granulomateuses. L'atrophie sectorielle de l'iris, c'est un élément très important, l'hypertonie également. Uvite hypertensive, l'hypoesthésie bien sûr, l'hypoesthésie aussi, mais elle peut être absente. Dans certaines uvites herpétiques, on peut ne pas avoir d'atteinte cornéenne du tout, et on peut ne pas avoir d'hypoesthésie cornéenne. Donc, élément clinique, l'uvite herpétique, uvite ou kératouvite, bien sûr, c'est un diagnostic purement clinique. Dans plus de 90% des cas, on n'a pas besoin
de faire des examens complémentaires. Lorsque la présentation n'est pas typique, vous avez une suspicion d'herpès, mais vous n'avez pas l'atrophie de l'iris, vous n'avez pas l'hypertonie, ou vous avez une petite hypertonie, mais il n'y a pas les autres éléments, on a un doute. À ce moment-là, il faut faire une PCA pour rechercher l'ADN viral dans l'humeur aqueuse. On ne fait plus les anticorps dans l'humeur aqueuse pour les virus, actuellement on ne fait que la PCR, et c'est un outil diagnostique extrêmement utile, important, haute sensibilité, haute spécificité, mais à ne faire que lorsque il y a dans les formes typiques, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à la PCA et la PCA virale. Bon, le traitement, donc, on est d'accord, c'est un traitement antiviral par voie générale, corticoïde par voie topique. Si le malade ne peut pas avoir le traitement antiviral par voie orale, parce qu'il n'est pas disponible, il n'y a pas de prise en charge, on peut utiliser le traitement antiviral par voie locale, c'est-à-dire Comazovirax ou Gelvirgan plus les corticoïdes. Et il nous arrive parfois de traiter ces patients de la sorte, c'est-à-dire antiviral local plus corticoïde local. Est-ce qu'il y a des questions sur l'uvite herpétique, l'uvite antérieure herpétique? La durée du traitement prophylactique. Alors, si le patient fait, si c'est la première poussée, on n'a pas besoin de donner un traitement prophylactique. Si c'est 2 poussées par an ou plus, à ce moment-là, il faut maintenir, après la période curative, donner de valacyclovir 500 mg, un complément par jour, pendant au minimum 6 mois, 6 mois à 1 an. Ce sont les indications classiques. Il nous arrive parfois de garder le patient même au-delà de 1 an de traitement. Faites attention, dans les antiviraux, surtout à forte dose, il faut que le malade soit bien hydraté, parce qu'un malade mal hydraté il peut développer une insuffisance rénale due au traitement antiviral. 1,5 g, 2 g, 3 g surtout, ça peut amener une insuffisance rénale si le malade n'est pas bien hydraté. Alors pardonnez-moi, comment on va le surveiller? Est-ce qu'on va contrôler avec des bilans biologiques? Parce que on n'a pas nous faisons des créates lorsqu'on a des patients sous Zovirax par voie intraveineuse, mais c'est vrai qu'on ne fait pas systématiquement ça, mais on ne doit jamais oublier de recommander une bonne hydratation aux patients, mais on peut faire de temps en temps une créatinine, tout à fait d'accord, on peut le faire. Mais pas systématique et pas de façon rapprochée. La durée du traitement corticoïde par voie topique. Alors, par voie topique, donc, il faut diminuer de façon très lente, donc 4 fois, 6 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, puis 1 jour sur 2, donc toutes les 1 à 2 semaines. Donc finalement, la durée nécessaire peut être de 2 à 3 mois, donc plusieurs semaines. Et à ce moment-là, il faut garder le patient sous traitement antiviral en même temps que le traitement corticoïde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est plusieurs semaines de traitement. 2 mois, 3 mois de traitement. Parfois plus. Mais je ne pense pas, on ne peut pas traiter une uvite herpétique pendant 1 mois, c'est insuffisant. Si vous avez 6 gouttes, puis ensuite 4, ensuite 3, vous allez dégraisser 1 goutte toutes les semaines, ensuite plus on descend, plus on doit espacer les paliers. Donc ça revient à traiter ces patients pendant plusieurs semaines. On ne peut pas arrêter le traitement antiviral tant que le patient est sous traitement corticoïde par voie topique, même 1 goutte par jour. 1 goutte par jour ou 1 goutte 1 jour sur 2, c'est pas sûr, mais je pense qu'une goutte par jour de corticoïde peut réveiller un herpès épithélial. Donc il ne faut pas prendre le risque d'avoir une récidive épithéliale. J'ai vu une kératite épithéliale chez un patient qui était sous traitement antiviral et corticoïde. Parce que le malade était peut-être surdosé en corticoïde par rapport. Donc il y a une balance entre le traitement antiviral, la composante infectieuse, la composante inflammatoire. Donc s'il y a un déséquilibre, vous pouvez avoir un herpès. Donc tant que le malade est sous corticoïde, à mon avis, il faut qu'il soit sous antiviral. Même une dose de 500 mg. Alors, ça, il s'agit d'un patient de 70 ans qui a été étiqueté au début. C'est une uvite, là aussi, modérément hypertensive et granulomateuse, unilatérale, avec un fond d'œil gauche normal, d'après le médecin qui nous l'a référé.
Donc, puisque le diagnostic du vide antérieur viral a été posé, donc ce patient n'avait pas d'atrophie en secteur de l'iris évident, mais il avait des éléments en faveur de l'origine herpétique de son uvite, ce qui est tout à fait logique. Donc, il a été diagnostiqué uvite antérieure herpétique et il a reçu un traitement à base de valacyclovir par voie orale, plus collyre, dexaméthasone et bêta-bloquant pour la tension oculaire, l'hypertonie oculaire. Il ne s'est pas amélioré, donc il nous a été adressé. Mais en fait, ce patient n'avait pas une uvite antérieure isolée, il avait quelque chose de plus grave, il avait une nécrose rétinienne, herpétique, et le primo movens chez ce patient, ce n'est pas l'uvite antérieure, c'est la teinte postérieure. Et sachez que beaucoup de cas de nécrose rétinienne se présentent à nous avec un œil rouge, donc avec une uvite antérieure qui n'est en quelque sorte que l'élément révélateur de la pathologie plus grave, atteignant le segment postérieur. Et vous le savez, la conduite à tenir, l'urgence, la gravité n'est pas du tout la même. Donc, règle importante, il ne faut jamais oublier de bien examiner le fond d'œil, le vitré, le fond d'œil au verre à 3 miroirs chez tout patient présentant une uvite antérieure, qu'elle soit granulomateuse ou non, mais a fortiori, si elle est granulomateuse, si elle est hypertensive, faites très attention avant de retenir le diagnostic d'uvite antérieure virale, herpétique. Il faut exclure une atteinte postérieure qui est infiniment plus grave. Donc, nécrose rétinienne, vous savez tous que c'est, à mon avis, l'urgence diagnostique et thérapeutique la plus importante en ophtalmologie. Les heures comptent dans cette pathologie et malheureusement, on voit encore des erreurs. Par exemple, un patient comme celui-là qui a été pris pour uvite antérieure seulement, des patients qui même ont reçu des corticoïdes seuls sans traitement antiviral, avec bien entendu une aggravation considérable de la situation. Voici les 5 critères diagnostiques importants de l'ARN, du syndrome de nécrose rétinienne aiguë. Et je rappelle, le premier critère, c'est le critère qui amène parfois le patient à consulter et qui peut masquer, qui peut cacher en quelque sorte ce qui est plus grave. Alors, le traitement dans ces cas est un traitement. Alors, il faut faire une PCA. Ce sont des patients qu'il faut hospitaliser. Il n'y a pas de discussion. Procéder à une ponction de chambre antérieure au PCR viral, nous l'avons fait, ce malade avait un ARN, à virus herpès simplex de 1, mais cette PCR ne doit jamais retarder le traitement antiviral de toute urgence. Et si vous ne pouvez pas vous n'avez pas accès à la PCR, donc vous considérez que c'est ça le diagnostic et vous traitez votre patient en conséquence. Donc, acyclovir par voie intraveineuse, ensuite relais par valacyclovir 3 grammes par jour, et on a recours de plus en plus fréquemment, en plus aux injections intravitréennes d'antiviraux, de façon systématique parfois, et en tout cas dans les formes graves, dans les formes vues un peu tardivement, etc. Les corticoïdes sont importants, mais il ne faut jamais les donner en même temps que le traitement antiviral. Il faut attendre au minimum 72 heures et s'assurer que les lésions rétiniennes sont stabilisées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de nouvelles lésions qui apparaissent. Pour ça, il faut faire des photos du fond d'œil tous les jours. Et lorsqu'on est sûr que la situation de la composante infectieuse est sous contrôle, à ce moment-là, on introduit des corticoïdes à la dose de 0,5 à 0,75 mg/kg. C'est important pour lutter contre l'élément inflammatoire, mais c'est absolument fondamental de les introduire lorsqu'on est sûr que le traitement antiviral commence à agir efficacement. J'ai une question en ce qui concerne la PCR. On a les 3 jours et on a le critère de stabilisation. Donc généralement, ça se stabilise. C'est ça. C'est-à-dire que dans notre pratique, le plus souvent, au bout de 3 jours, on arrive à stabiliser. Mais vous avez raison, parfois on attend plus. Nous avons des malades, on n'est pas sûr, donc on n'introduit que 4 jours, etc. Quand je dis 3 jours, on fait minimum. Même si on a l'impression que c'est stabilisé en 24 heures, on attend 72 heures.
il faut vraiment être sûr. C'est différent de la toxo. Dans la toxo, on attend aussi. On attend systématiquement les 48 heures. Dans l'uvite antérieure, je dis qu'on peut commencer les deux en même temps. Dans une autre pathologie, on va voir tout à l'heure, on peut commencer en même temps. Mais dans ce type de pathologie, il ne faut pas commencer le traitement corticoïde en même temps que le traitement antiviral. Alors, la durée du traitement, minimum 3 mois. Et à mon avis, là aussi, il faut vraiment garder le patient sous traitement plus longtemps, et même sous traitement prophylactique. Et il y a même des patients qui restent sous traitement pendant 1 an ou même plus. Donc le minimum, le strict minimum, c'est 1 mois de traitement, voire même 6 mois. J'ai une question à propos de l'implant gancyclovir. Il libère la molécule pendant combien de temps? Ce n'est pas un implant, ce sont des injections. Mais on ne met pas d'implant dans cette pathologie. On injecte, donc on prend le gancyclovir qu'on utilise par voie générale et on prend une petite, c'est en général 0,1 millilitre, je pense que c'est, j'ai oublié exactement, c'est 2 à 5 mg. Donc il y a des dosages, nous avons un tableau, etc. avec les doses. Et on injecte en général 2 fois par semaine à peu près. Il nous arrive de faire 2, 3, 4 injections. Et quand on voit que la situation est contrôlée, on arrête les injections, mais on continue le traitement par voie générale. Une deuxième question en ce qui concerne la PCR. Est-ce qu'il ne faut pas l'élargir à la recherche d'autres virus, le VZV, le CNV? Ah oui, bien sûr, quand je dis ça a été positif, la PCR c'est systématiquement HSV1, HSV2, VZV et CNV, systématiquement. Et pour ce patient, c'était un HSV1. Sachez qu'à peu près 50% ou même plus des nécroses rétiniennes sont dues au VZV. Et le VZV, il est parfois un peu méchant et résistant même, il peut être parfois résistant à la cyclovir. Donc il faut le savoir. Sinon, pour la durée de la voie intraveineuse, c'est à peu près, on garde le malade minimum 7 à 10 jours, parfois un peu plus. Donc une dizaine de jours de traitement par voie intraveineuse à cette dose 10 mg kg toutes les 8 heures. Pardon, en hospitalisation? Oui. Alors il est possible de traiter ces malades en ambulatoire, mais je ne vous le conseille pas, parce qu'on a besoin de surveiller de façon très étroite. On n'est pas sûr, quand je dis à domicile, c'est-à-dire avec le Zénitrex par voie orale. Il y a des gens qui traitent Lyme syndrome par des antiviraux par voie orale seulement. Mais vous n'êtes pas sûr que le patient prend son traitement, il y a un risque que ce soit moins efficace. Donc pour toutes ces raisons, le traitement doit commencer par la voie intraveineuse en hospitalisation. Donc ce patient c'est compliqué, décollement de rétine, etc., chirurgie de cataracte, etc. Et vous voyez que l'acuité visuelle finale n'est pas fameuse du fait d'une atrophie maculaire allocitée, mais heureusement qu'il n'a pas bilatéralisé. Un des risques importants de cette pathologie, c'est qu'elle se bilatéralise en l'absence de traitement dans une proportion importante de cas. Si on rate le diagnostic, on peut condamner le patient à une cécité bilatérale, atteinte du premier œil, puis la bilatéralisation. Donc c'est pourquoi il faut toujours l'avoir présent à l'esprit et ne pas passer à côté du diagnostic et ne pas faire le diagnostic à tort du vide antérieur isolé. Donc voici le message le plus important, l'examen du fond d'œil. La PCA est souhaitable car elle permet de confirmer le diagnostic, d'identifier le virus en cause et de différencier cette pathologie des autres entités qui peuvent simuler parfois un ARM, c'est ce qu'on appelle le pseudo-ARM, et essentiellement une toxo atypique. Nous avons quelques malades avec une toxo atypique, des patients âgés ou immunodéprimés, qui peuvent développer des tableaux cliniques qui peuvent simuler un ARM syndrome. Le maladie B7, parfois, ça simule un peu la nécrose rétinienne. Il y a d'autres pathologies. Mais si, je répète, si vous n'avez pas la possibilité de faire cette PCR, évidemment, vous traitez en vous basant sur la clinique. Ici, c'est une patiente de 40 ans qui est suivie depuis 20 ans pour uveites intermédiaire idiopathique. Donc cette patiente a eu beaucoup d'examens complémentaires à visée étiologique et elle a reçu beaucoup de traitements, corticothérapie par voie topique,
mais également des injections latérobulbaires de corticoïdes retard. Donc, quand elle nous consulte, voici les résultats de l'examen. À droite, examen strictement normal, et à gauche, il y avait des dépôts rétrocornéens de taille moyenne, avec un très léger tendal de chambre antérieure, un flair presque normal, mais une hyalite à 2 croix. Lorsque on a tous ces éléments, on comprend tout à fait que le diagnostic du vide intermédiaire puisse être posé. Quand vous avez une hyalite importante, significative, avec absence de foyer à l'examen du fond d'œil, une réaction de chambre antérieure, donc c'est effectivement des signes, un tableau clinique compatible avec le diagnostic du vide intermédiaire associé à une vide antérieure. Et en fait, ce n'était pas une vide intermédiaire, c'était quoi? Quand on examine bien l'iris, on voit qu'il y a une différence entre les deux iris. Donc c'est un fuchs. Alors, je voudrais insister sur l'importance de ce diagnostic. C'est un diagnostic de l'empafant. Le fuchs est très fréquent. Il est souvent méconnu. Il y a souvent des erreurs diagnostiques avec d'autres entités, dans l'uvite intermédiaire ou l'uvite postérieure, etc. On a beaucoup de malades qui subissent des examens complémentaires inutiles, qui reçoivent des traitements corticoïdes, immunosuppresseurs, sans aucun résultat. Tout ça, c'est inutile, tout simplement parce qu'on n'examine peut-être pas bien nos patients et peut-être on passe à côté de certains éléments. Sachez que l'hétérochromie est très rare dans notre population. Donc ce qu'on a par contre, c'est une atrophie irienne diffuse. Il y a toujours dans le fuchs une différence au niveau de la texture irienne, avec des cryptes qui sont estompées, mais ce n'est pas l'atrophie sectorielle de l'uvéite herpétique, c'est vraiment diffus, plus des dépôts qui sont typiquement stellaires, absence d'inflammation, l'œil n'est pas rouge, il n'y a pas de tendal significatif, pas de synéchie postérieure, hyalite constante. Sachez que dans le fuchs, la hyalite est constante. C'est pourquoi souvent on prend ces fuchs pour ceux qui ne le sont pas. Et vous avez un fond d'œil flou du fait de la hyalite, il n'y a pas de cataracte chez ce patient, chez cette patiente, il n'y a pas d'œdème maculaire, c'est un élément aussi important. Si vous avez une suspicion de fuchs et que l'ECT vous montre un œdème maculaire, ce n'est pas un fuchs. Sauf si le malade a été opéré de cataracte. S'il est pseudophaque, ça peut être un œdème maculaire post-chirurgical. Donc l'angio peut montrer une hyperfluorescence papillaire, elle peut même montrer une vasculite angiographique, ça n'exclut pas le fuchs. Voici donc les éléments réunis donc, au V de fuchs. C'est un diagnostic extrêmement important car les implications pratiques sont considérables. Aucun examen complémentaire nécessaire. Le patient qui vient, vous faites le diagnostic de fuchs, vous vous rassurez s'il n'y a pas de glaucome associé et vous lui dites de revenir pour un contrôle. Donc aucun prélèvement sanguin, pas de bilan radiologique, vous n'avez pas besoin de faire une angio, vous devez faire l'OCT, c'est important. Pas de traitement, juste une surveillance. Alors, voici résumé les éléments cliniques. Le fuchs, typiquement, est unilatéral, mais il y a des formes bilatérales. Les éléments cliniques positifs sont aussi importants que les éléments négatifs. C'est-à-dire les adultes jeunes, œil blanc, pas de synéchie postérieure. Si vous avez des synéchies postérieures, ce n'est pas un fuchs. Je rappelle, si vous avez un œdème maculaire, ce n'est pas un fuchs. Donc vous avez ici, sur cette diapo, résumé les éléments cliniques permettant un diagnostic de fuchs à la lampe à frein. Si vous n'avez pas accès à l'ECT, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'œdème clinique, vous pouvez faire votre diagnostic, mais si vous avez accès à l'ECT, c'est bien d'être sûr qu'il n'y a pas d'œdème maculaire. Donc c'est un fuchs. Alors évidemment, vous savez tous qu'il y a deux complications principales, la cataracte qui est tout à fait gérable, donc opérable sans problème, mais le glaucome est un glaucome réputé être extrêmement difficile à traiter médicalement et chirurgicalement. Donc la surveillance s'impose pour être sûr de ne pas passer à côté d'un glaucome qui va
évoluer et entraîner des dégâts. Est-ce qu'il y a des questions sur le Fuchs? Pour les patients qui sont candidats à des chirurgies fatales, est-ce qu'il faut une préparation préalable? Non. On n'a pas besoin de cortisonner avant, comme dans les cataractes uvéitiques classiques. Donc on opère. À mon avis, il faut être un tout petit peu plus attentif en post-opératoire. C'est vrai que parfois on a, mais s'ils sont opérés, c'est des cataractes faciles à opérer, et c'est une corticothérapie post-opératoire habituelle. De temps en temps, on a des petites réactions un peu plus habituelles, et parfois, j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu plus de cataractes secondaires, mais c'est une impression qui n'est pas certaine. Pour les patients qui sont gênés par le cours, absolument, les patients sont gênés, sont souvent gênés par la hyalite, ils ont des mouches volantes, ils se plaignent parfois de baisse de vision. Le plus souvent, l'acuité visuelle est relativement bonne, c'est-à-dire la plupart des patients que je vois ont entre 8 et 10 dixièmes, malgré une hyalite qui paraît importante. C'est vrai que certains ont des acuités plus basses, mais c'est vrai que pour ces patients, on discute à chaque fois qu'est-ce qu'on fait. Il nous arrive exceptionnellement de faire des latéromodulaires de Kenacort pour la hyalite. Mais on a toujours peur de nuire une hypertonie et de toute façon, ça ne règle pas le problème de façon définitive. La vitrectomie est aussi une solution, mais quand on voit la pratique et on voit la littérature, c'est vraiment exceptionnellement, c'est-à-dire proposé, si bien qu'il faut rassurer le patient, et lorsqu'il est très plaintif, mais que l'acuité visuelle est autour de 8-9 dixièmes, il faut essayer de rassurer au maximum, car malheureusement, on n'a pas de solution simple, sans risque, de ce problème. Oui. Peut-on se baser sur les antécédents de prise de corticoïdes pour faire le diagnostic de Fuchs? Non, non. C'est juste la présentation clinique et c'est la lampe à fente. C'est vraiment un diagnostic de lampe à fente. Si vous pouvez faire le diagnostic d'uvéite juste en examinant le patient, c'est quand même important. Et je rappelle, nous pensions que le Fuchs n'était pas fréquent. On voit quasiment toutes les semaines 2 ou 3 nouveaux cas de Fuchs dans le service. Et malheureusement, beaucoup de ces cas il y a un retard diagnostique important. Donc il faut toujours penser au Fuchs. Devant toute uvite intermédiaire, pensez au Fuchs. Devant toute cataracte unilatérale, monsieur le jeune, pensez au Fuchs. Donc il faut l'avoir présent à l'esprit, se rappeler les éléments cliniques positifs et négatifs, parce que, en général, à part ces situations un peu particulières, on rassure le patient et on le surveille. Peut-on voir un Fuchs chez un enfant? Oui, il nous arrive de voir des Fuchs chez l'enfant. Mais la plupart des patients que l'on voit, pour la première fois, sont des adultes jeunes. On a quelques cas pédiatriques. La relation entre l'hétérochromie de Fuchs et l'uvéite, parce que j'ai des cas d'hétérochromie de Fuchs familiale. Est-ce que ces patients sont candidats à faire des uvéitatries ou l'hétérochromie est secondaire à l'uvite chez les patients qui ont les yeux? Ils ont une hétérochromie sans inflammation, sans dépôt. Chez le père et chez le père, c'est une hétérochromie. On sait que le Fuchs est dû à la rubéole. Donc, et les cas de Fuchs que l'on voit, les signes de Fuchs ne sont pas tous constants. Mais à mon avis, ce qui est constant, c'est la hyalite qui est constante. Les dépôts rétrocornéens un peu particuliers, stellaires, sont très fréquents, ne sont pas constants, mais presque constants. Et il y a des modifications uriennes chez l'écrasante majorité des cas qui n'est pas, ces modifications ne sont pas une hétérochromie vraie, c'est juste des modifications atrophiques. Et on sait maintenant que c'est le virus de la rubéole qui est en cause dans le vide de Fuchs. Je pense qu'on ne reste pas beaucoup de temps, il faut qu'on passe au 5e cas. Alors, 35 ans, vous avez une uvéite bilatérale avec des foyers aux deux yeux. Quel est le terme qui est le plus approprié pour décrire cette uvéite postérieure? Quelle est la forme anatomoclinique de cette uvéite? S'agit-il d'après vous plutôt d'une rétinite ou d'une choroïdite? C'est une choroïdite. Quand vous avez des cicatrices et vous avez des lésions actives, des lésions cicatricielles. Vous voyez les deux, surtout à droite des lésions actives, à gauche ça a l'air d'être plutôt cicatriciel, mais peut-être il y a les deux.
Et quelle est une des caractéristiques de cette choroïdite? C'est le postérieur et les pseudo-serpigineux. Voilà, donc il y a des lésions qui ont un aspect pseudo-serpigineux ou serpigineux. Donc il est important, en se basant sur la clinique, de mettre une étiquette sémiologique, si vous voulez, ce que vous voyez. Donc ici, c'est multifocal, on est d'accord, c'est multifocal. C'est actif, c'est cicatriciel, et c'est pseudo-serpigineux ou serpiginoïde. Lorsqu'on fait l'angio, bien sûr, l'angio peut montrer des signes témoignant d'une activité avec des lésions qui s'imprègnent, qui donnent une prophylaxie précoce en sous-imprégnation. Vous avez aussi les lésions cicatricielles que l'on voit bien, vous avez l'ICG, l'OCT qui montre l'œdème, le DSR qui sont associés. Alors, quand on prononce le mot pseudo-serpigineuse, ça renvoie à quelle pathologie, à quelle étiologie? La tuberculose. Donc, chaque fois que vous avez une choroïdite multifocale, mais avec des lésions qui ont des bords un peu festonnés, serpiginoïdes, pseudo-serpigineux, etc. Donc, c'est une tuberculose jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous devez faire en priorité un bilan de tuberculose. Vous pouvez faire en même temps la syphilis, bien sûr, on fait systématiquement la syphilis, mais votre effort étiologique doit être focalisé sur cette étiologie avant toute autre étiologie. Alors effectivement, vous voyez que l'IDR était fructibulaire, que le quantifiant était positif, donc, mais il n'y avait pas de stigmate de tuberculose extra-oculaire. Donc, il n'y avait pas de tuberculose pulmonaire, il n'y avait pas de tuberculose ganglionnaire, ce qui est souvent le cas dans la teinte oculaire de la tuberculose. Plus de 80% de la tuberculose oculaire que nous voyons sont des diagnostics de présomption sans tuberculose extra-oculaire associée. Et d'ailleurs, les ophtalmos ont eu du mal pour convaincre les pneumologues et les infectiologues à donner un traitement tuberculeux parce qu'ils nous disent, partout dans le monde, c'est la même réaction, il n'y a pas de tuberculose, donc ça ne veut rien dire une IDR positive ou un quantifiant, mais c'est un fait. Lorsque la présentation clinique ophtalmologique est évocatrice, c'est le cas de la choroïdite pseudo-serpigineuse, et que vous avez une IDR positive et ou un quantifiant positif, il faut donner un traitement antituberculeux, plus bien sûr un traitement corticoïde. Donc tuberculose présumée, quadrithérapie antituberculose pendant 2 mois, et ensuite bithérapie pendant 6 à 9 mois. Minimum 6 mois de traitement au total, mais beaucoup d'auteurs proposent un traitement pendant 9 à 12 mois au total, associé à un traitement corticoïde. Oui. Sur le plan sémiologique, comment on différencie entre une rétinite et une choroïdite? Alors, la distinction, elle est parfois facile, parfois difficile. Les foyers de rétinite sont des foyers qui ont tendance à être superficiels. Donc vous voyez bien que c'est superficiel, même si ça peut s'étendre en profondeur. Les lésions de choroïdite, on peut le voir sur ces photos, sont des lésions crémeuses, profondes, et lorsque on est fin clinicien, on arrive à faire la distinction entre les foyers de rétinite et les foyers de choroïdite. Mais vous avez l'OCT qui permet de trancher la question, puisque l'OCT qui passe par un foyer de choroïdite va montrer une hyper-réflectivité des couches externes de la rétine, de l'EP et des couches profondes, alors que les couches les plus internes sont épargnées, contrairement à la rétinite ou la rétinochoroïdite, où vous avez une hyper-réflectivité intéressant essentiellement les couches internes, avec un ombrage postérieur. Donc c'est important, et c'est en même temps facile cliniquement et avec l'OCT. Donc là on est devant, et vous voyez ici l'importance de différencier entre une choroïdite pseudo-serpigineuse, qui est souvent tuberculose, et une choroïdite serpigineuse idiopathique, classique. La choroïdite serpigineuse est considérée comme une pathologie non infectieuse qui nécessite un traitement corticoïde et un traitement immunosuppresseur, alors que la choroïdite pseudo-serpigineuse est une pathologie avant tout infectieuse qui nécessite en général un traitement antituberculeux plus corticoïde. Mais sachez que même dans la choroïdite serpigineuse, on doit faire un bilan de tuberculose. Et jusqu'à 30% des études montrent qu'on peut avoir
une serpigineuse associée à une IDR positive, etc. Dans ce cas, on est obligé, même dans une serpigineuse, de donner un traitement antituberculeux lorsque le bilan de tuberculose est positif. Donc l'évolution, elle est favorable, même s'il peut y avoir parfois des évolutions, une aggravation dite paradoxale, si le patient est traité comme il se doit, traitement antituberculeux plus corticoïde, le pronostic peut être favorable s'il y a, bien sûr, il n'y a pas de foyer qui touche le centre de la maladie. Est-ce qu'il y a des précautions pour la corticothérapie, soit en matière de dosage ou en matière de durée? En général, on utilise les corticoïdes à dose de 1 mg kg. Il y a un problème, c'est que lorsqu'on donne un traitement antituberculeux, vous savez tous que la rifampicine est un inducteur enzymatique. Donc, quand on donne 1 mg kg, on a parfois l'effet de moins que ça. Donc, on est parfois amené à augmenter les doses de corticoïdes du fait de l'induction enzymatique due au traitement antituberculeux. Mais autrement, c'est une corticothérapie habituelle qu'on peut commencer en même temps que le traitement antituberculeux, un tout petit peu, quelques jours après l'instauration du traitement antituberculeux. Pensez à la tuberculose devant toute choroïdite pseudoserpigineuse, mais également devant une vasculite rétinienne occlusive. La tuberculose avec la maladie de Bessel est la principale cause de vasculite occlusive. Je passe rapidement au dernier cas. Alors c'est un cas de vasculite, parce qu'il n'y a plus de temps. Vous avez une vasculite occlusive. Bien sûr, ça peut être une tuberculose. Ok? Ce n'est pas une tuberculose. C'est une maladie de Bessel. Vasculite occlusive, quand vous avez des engainements avec des hémorragies profondes, ça c'est un signe d'ischémie, d'occlusion. Et quand vous faites l'angio, vous avez une ischémie étendue. Vous avez aussi des infiltrats rétiniens superficiels. C'est une rétinite, ce n'est pas une choroïdite. Ici, c'est une rétinite, on voit bien que ce sont des infiltrats superficiels avec une hyperréflectivité qui touche essentiellement les couches internes de la rétine. Donc, vasculite occlusive associée à des infiltrats rétiniens, uvite antérieure non granulomateuse, c'est aphthose bipolaire, pseudophonale, donc c'est une maladie de Bessel. Donc ce patient remplit parfaitement aussi bien les anciens que les nouveaux critères de la maladie de Bessel. Seulement, en général, c'est une atteinte sévère, indication d'agents biologiques de première intention en plus des corticoïdes. Malheureusement, les agents biologiques ne sont pas toujours disponibles, donc on va donner des immunosuppresseurs conventionnels, limurel et ou cyclosporine, mais plutôt limurel, et dans les formes sévères, on peut même associer les deux immunosuppresseurs. Alors, l'évolution, bon, il faut faire du laser aussi. Sur ces diapos, je vous résume les clés du diagnostic d'une maladie de Bessel oculaire. C'est important pour l'ophtalmo de faire le diagnostic, car à peu près 10 à 20% des Bessel ont une atteinte oculaire isolée. Donc il faut que l'on soit capable, nous ophtalmo, de dire c'est une maladie de Bessel et de traiter en conséquence, malgré l'absence de l'aphthose buccale, génitale, etc. Adulte jeune, sexe masculin, bilatéralité, plus de 80% des cas, mais 15 à 20% c'est unilatéral quand même. Panuvite ou uvite postérieure, l'uvite antérieure isolée est très rare. La rougeur est modérée, hypopion mobile, fugace, hyalite diffuse, sévère, les précipités perlés vitréens pré-rétiniens qui peuvent ressembler à deux œufs de fourmi, c'est un élément très caractéristique de la maladie de Bessel. Donc, vous examinez la rétine inférieure, et si vous avez une hyalite sévère associée à de nombreuses petites opacités vitréennes sur la face, sur la rétine inférieure, ça c'est un élément très évocateur de Bessel. À peu près 30% des patients présentent ce type de précipité vitréen. Les infiltrats rétiniens superficiels fugaces qui peuvent disparaître même spontanément en quelques jours. Ça aussi, c'est quasi pathognomonique de la maladie de Bessel. La vasculite, bien sûr, rétinienne occlusive, la vasculite, les diffusions à l'angiographie, et bien sûr l'atteinte papillaire, l'œdème maculaire, tout ça, c'est des manifestations non spécifiques de la maladie.
Je vous résume sur cette diapo les recommandations de l'art pour le traitement de la maladie B7 et vous voyez que seule l'atteinte isolée du segment antérieur relève d'une corticothérapie topique et pas de traitement immunosuppresseur. Mais ça ne représente que moins de 5% des cas. Dans tous les autres cas, il ne faut jamais donner de corticoïdes seuls. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une atteinte du segment postérieur, même une hyalite minime, ça justifie la prescription d'immunosuppresseurs, voire même d'agents biologiques. Dans les atteintes sévères, normalement, les agents biologiques sont formellement indiqués de première intention. Dans les formes modérées, si on peut avoir accès aux agents biologiques, on donne les agents biologiques, sinon on traite avec les immunosuppresseurs. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur le maladie B7? Pardon, tout le monde attend la salle plénière. Il y en a beaucoup là. Alors,